Marc Arubio a dit « Nous croyions que la Chine deviendrait comme nous, mais c'est nous qui sommes devenus comme la Chine. Je dirais que vous devriez être plus comme la Chine. Objectivement, le niveau de vie en Chine est plus élevé, notamment dans de nombreuses villes de premier et deuxième rang. En examinant toutes les données, l'indice de développement humain s'améliore. Le revenu par habitant s'améliore en Chine, alors que ce n'est pas le cas aux États-Unis. Le XXIe siècle sera centré sur la Chine et son rôle comme première puissance économique mondiale. En tenant compte du pouvoir d'achat, la Chine dépasse l'économie américaine depuis 10 ans et continue de croître chaque année. Donc si vous regardez un graphique de la part de la Chine dans l'économie mondiale au fil du temps et celle des États-Unis, elles vont dans des directions opposées. La Chine devient de plus en plus importante. La Chine pèse 20% de l'économie mondiale et progresse, tandis que les États-Unis sont tombés sous 15%. Voici Ben Norton, journaliste reconnu pour ses analyses du paysage géopolitique mondial et ses liens avec l'économie. Ben vit actuellement à Pékin et grâce à sa compréhension approfondie des systèmes économiques chinois et américains, il explique comment le modèle actuel de la Chine offre objectivement de meilleurs résultats à ses citoyens. Pour comprendre le déclin de l'hégémonie américaine, la bulle de l'intelligence artificielle, le krach boursier à venir et l'avenir incertain des États-Unis, regardez cette vidéo. Allons-y. Eh bien tout le monde, une fois. Encore une fois, nous sommes vraiment honorés d'accueillir à nouveau dans le studio Ben Norton, journaliste fantastique, analyste et expert en géopolitique. Ben, merci beaucoup de rejoindre notre émission à nouveau aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, c'est un réel plaisir. Absolument. Eh bien, Ben, tu sais, j'ai vraiment apprécié ta première interview parce que nous avons parlé spécifiquement de l'Amérique latine. Et nous sommes concentrés sur le Venezuela, les tensions croissantes avec les États-Unis et sur les intentions américaines à long terme en Amérique latine. Il semble que davantage de conflits et un point de bascule soient possibles dans cette région. Mais j'aimerais un peu plus s'orienter cette interview sur la vision d'ensemble, question sur les États-Unis et leur rôle d'hégémonie mondiale. Nous savons, par exemple, que le gouvernement américain veut avant tout préserver son hégémonie mondiale. Mais je pense qu'en ce moment, nous voyons le gouvernement des États-Unis comme étant considérablement étiré à travers le monde, n'est-ce pas? Nous voyons, par exemple, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le gouvernement des États-Unis, sous Donald Trump, a clairement déclaré qu'il fallait s'en retirer. Et l'Europe, vous êtes maintenant seul pour vraiment gérer cette situation. Les États-Unis accentuent les tensions avec la Chine et il y a un conflit au Venezuela. Comment percevez-vous actuellement l'hégémonie mondiale des États-Unis et leurs objectifs? Les États-Unis sont-ils actuellement dépassés par tous ces conflits mondiaux? Oui. Eh bien, il est clair que l'hégémonie américaine est en déclin. Je veux dire, c'est tout simplement incontestable. Si vous remontez aux années 1990 après la chute de l'Union soviétique en 1991, puis nous avons assisté à une série de révolutions de couleurs. Je veux dire, les États-Unis étaient la seule superpuissance sur Terre, c'était de loin le pays le plus puissant économiquement aussi. Et cela a été connu sous le nom de moment unipolaire. Le Washington Post a d'ailleurs parlé célèbrement du moment unipolaire. Mais bien sûr, la situation aujourd'hui est très différente. Je dis souvent que certains moments clés nous ont vraiment fait entrer dans l'ère multipolaire actuelle. Avant tout, comme tu l'as souvent évoqué, Cyrus Johnson, il s'agit de l'essor de la Chine. Absolument monumental, absolument historique. Tout le XXIe siècle tournera entièrement autour de la Chine, du rôle de la Chine dans l'économie mondiale en tant que plus grande économie. En 2016, la Chine est devenue la première économie mondiale devant les États-Unis, selon le produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat. Souvent, le produit intérieur brut de la Chine est mesuré au taux de change actuel du yuan par rapport au dollar. En termes de dollars, ce qui fait paraître l'économie chinoise beaucoup plus petite parce que le yuan est assez sous-évalué. Si vous êtes déjà allé en Chine, vous savez à quel point tout est bon marché. C'est très abordable. Eh bien, cela rend aussi les exportations plus compétitives. En tenant compte du pouvoir d'achat, la Chine dépasse l'économie américaine depuis 10 ans et continue de croître chaque année. Donc, si vous regardez un graphique de la part de la Chine dans l'économie mondiale au fil du temps, et celle des États-Unis, elles vont dans des directions opposées. La Chine devient de plus en plus importante. La Chine pèse 20% de l'économie mondiale et progresse, tandis que les États-Unis sont passés sous 15% en baisse. C'était donc un changement monumental. Un autre aspect étroitement lié est que la Chine est devenue l'usine et la superpuissance manufacturière du monde. C'est devenu un gros problème aujourd'hui, non? Tous les présidents américains, Trump comme Biden, ont tenté de réindustrialiser les États-Unis. C'est bipartisan. Biden veut relancer la politique industrielle. Trump souhaite attirer les investissements pour construire des usines aux États-Unis. Malheureusement, je pense que Biden a évidemment échoué, et je pense que Trump va aussi échouer.
On le voit déjà en fait, vous savez. Bloomberg a rapporté que les emplois manufacturiers diminuent, principalement à cause des tarifs douaniers, n'est-ce pas? Il y a trop d'incertitudes. Pourquoi investir aux États-Unis si vous ignorez le taux des droits de douane? Et beaucoup de ces fabricants ont besoin de biens importés de Chine. Ils ont besoin de pièces. Ils ont aussi besoin de biens intermédiaires. Donc, même si vous allez fabriquer un certain type de produit manufacturé aux États-Unis, vous avez besoin de toutes les autres pièces assemblées qui se trouvent dans ce bien intermédiaire importé, sans connaître les tarifs douaniers. Il est impossible de planifier. Les États-Unis doivent donc se réindustrialiser. Tout le monde l'admet, tout le monde l'accepte, mais c'est très difficile à faire. Pendant ce temps, la Chine ne cesse de monter dans la chaîne de valeur, devenant désormais le fabricant le plus high-tech dans certaines industries. Ils comblent leur retard en semi-conducteurs, mais restent leaders mondiaux des véhicules électriques et panneaux solaires. Ils font d'énormes progrès dans l'énergie nucléaire, et pas seulement dans l'énergie nucléaire traditionnelle, mais même dans des centrales au thorium liquide. Et il y a toutes ces avancées qui se produisent. Ils en parlent. Du nucléaire. La fusion. Je veux dire, c'est incroyable. Tu sais ça? En tant que personne en tant que personne qui fait des reportages sur la Chine, j'ai toujours l'impression qu'il y a tellement de choses à dire, parce que chaque semaine, il y a un nouveau développement. C'est incroyable. Donc, voilà. Bien sûr. Vas-y. Oh non, donc Ben, je voulais juste ajouter à cela, parce que tu sais, c'est quelque chose dont on parle beaucoup spécifiquement sur cette chaîne Chine. Mais je pense que c'est aussi très important, Ben. Parce que si tu n'étudies pas la Chine et que tu ne regardes pas quelles technologies en sortent, tu es vraiment en train de te faire distancer. Et je pense que, tu sais, par exemple, juste cette semaine, ou la semaine où ils enregistrent ça, tu vois, la Chine a annoncé qu'elle construit la plus grande centrale solaire du monde dans les montagnes du Tibet. Ils viennent aussi de commencer la construction du plus grand barrage hydroélectrique au Tibet, ce qui va être incroyable parce que cela va créer assez d'énergie pour alimenter l'équivalent de tout le Royaume-Uni. Et donc, et on voit cette dynamique intéressante en Chine, surtout si on compare les deux, les États-Unis et la Chine. Sous Donald Trump, les États-Unis misent davantage sur les combustibles fossiles, affirmant qu'ils représentent l'avenir. Comme vous le savez, cette semaine, l'administration Trump a discrètement annulé la plus grande centrale solaire des États-Unis. En fait, dans mon état d'origine, le Nevada, d'où j'enregistre actuellement, il s'agissait d'une centrale solaire qui allait alimenter 2 millions de foyers. Et il a même été rapporté sur Cable News Network que, très discrètement, vous savez, un peu en toute discrétion, Trump avait annulé cela. On observe cette dynamique intéressante. Je voulais l'ajouter à votre analyse. Est-ce que, vous savez, pour nos téléspectateurs, on voit un peu les États-Unis et la Chine emprunter deux chemins différents. La Chine mise clairement sur les énergies renouvelables. Il domine dans le solaire, l'éolien, vous savez, les turbines éoliennes, évidemment l'énergie nucléaire, comme vous l'avez dit, les réacteurs à fusion nucléaire. C'est une période passionnante, surtout en observant la Chine où chaque semaine apparaît une nouvelle technologie. Cela va vraiment définir l'avenir de notre monde. C'est pourquoi il est essentiel pour nos téléspectateurs d'écouter activement des podcasts comme celui-ci. Ainsi, vous pouvez comprendre ce qui se passe réellement dans le royaume du milieu, en Chine. Oui, eh bien sûr, nous pourrions passer tout l'épisode à en parler. Mais je vais juste faire un bref commentaire à ce sujet. Bien sûr. Ce que tu as dit m'a rappelé la polarisation actuelle aux États-Unis et comment le pays se divise de l'intérieur. Cela contribue aussi au déclin de l'hégémonie américaine. Tous ces problèmes sont liés. C'est exact. Et dans le cas de Trump, c'est tellement évident. Il agit simplement par dépit, et aussi pour favoriser, vous savez, les grandes compagnies pétrolières. Donc, l'actuel secrétaire à l'énergie aux États-Unis et l'ancien président directeur général d'une entreprise pétrolière et gazière. Il y a des raisons économiques, mais aussi Trump, vous voyez. Il a déclaré à l'Organisation des Nations Unies de façon absurde que l'énergie éolienne serait un complot chinois et inefficace. Il a faussement affirmé dans son discours à l'Organisation des Nations Unies que la Chine vend des éoliennes à d'autres pays, mais ne les utilise pas réellement, ce qui est faux. En réalité, la Chine a installé plus d'éoliennes et d'énergie solaire que le reste du monde réuni, 2 fois plus. Mais pour revenir à cette question de ce que fait Trump, comme fermer des éoliennes et des centrales solaires simplement par dépit, il nuit aux États-Unis à un moment où les prix de l'électricité explosent. Ces grandes entreprises technologiques ont investi des milliers de milliards de dollars ces dernières années dans des centres de données pour la recherche en intelligence artificielle. On a vu que les prix de l'électricité ont explosé. Le réseau énergétique aux États-Unis doit être massivement étendu, avec tout ce qu'il faut, afin d'avoir plus d'énergie. Parce qu'il va y avoir d'énormes pénuries d'électricité dans un avenir proche. Pendant ce temps, la Chine a une énorme capacité électrique. Donc on voit que les réseaux électriques, encore une fois, montrent 2 chemins différents.
Et ce que Donald Trump fait vraiment est un autre exemple de cette autodestruction. Ainsi comme vous le savez, certains en Chine surnomment parfois Donald Trump Chuan Jiangguo, ce qui signifie Trump. Bâtisseur de nation, non? C'est un nom chinois très nationaliste et patriotique. Ça ressemble à son nom. Trump Pool, Trump. Et il plaisante en disant que, au lieu d'aider à renforcer les États-Unis, Trump aide à renforcer la Chine, à rendre la Chine grande à nouveau. Nous en reparlerons. Pour répondre à votre question sur le déclin de l'hégémonie américaine, tous ces facteurs sont liés. La montée en puissance de la Chine est le facteur principal, suivi par la dysfonction politique aux États-Unis. La Russie monte en puissance, mais moins que la Chine. Elle n'est pas une grande puissance économique, mais reste militairement forte. Et nous avons vu que la Russie a été capable de vaincre, en gros, toute l'OTAN réunie en Ukraine. Joe Biden a affirmé qu'ils allaient la faire s'effondrer l'économie russe et que le rouble deviendrait des décombres. En réalité, maintenant, l'économie russe se porte bien mieux que celle de toute l'Europe occidentale. La Russie est l'économie européenne à la croissance la plus rapide, bien qu'exclue du continent. Donc maintenant, vous savez, elle s'intègre avec l'Eurasie et les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais c'est un facteur. Et un autre facteur clé du déclin de l'hégémonie américaine est... Nous avons évoqué la dysfonction politique, mais les vrais problèmes aux États-Unis sont surtout économiques, notamment les crises financières. Après la désindustrialisation des États-Unis, d'où venait la majeure partie de la croissance de l'économie américaine? Le secteur technologique a beaucoup grandi et forme désormais une grande bulle. Vous voyez le S est P500 et presque entièrement porté par les magnificas du Sud. Quand la bulle de l'intelligence artificielle éclatera, beaucoup de grandes entreprises technologiques ne gagnent en réalité pas d'argent. C'est un schéma d'investissement circulaire. Par exemple, NVIDIA investit dans OpenAI, qui investit dans, disons, Oracle. Par exemple, ils investissent en achetant des puces d'intelligence artificielle. Acheter des puces d'intelligence artificielle chez NVIDIA Intelligence Artificielle crée un véritable système circulaire. Mais, vous savez, le Massachusetts Institute of Technology a publié une étude qui a révélé que 95% des entreprises d'intelligence artificielle aux États-Unis ne gagnent pas d'argent. Si la bulle éclate, le secteur technologique subira une crise majeure, risquant de provoquer une récession aux États-Unis. Après la désindustrialisation, les États-Unis ont connu une croissance apparente, notamment dans le secteur financier. L'économie américaine est très financiarisée. Si vous regardez un graphique de la part de l'industrie manufacturière dans le produit intérieur brut aux États-Unis, elle baisse continuellement depuis la fin des années 1960. Le secteur financier n'a cessé de croître et représente désormais la plus grande part du produit intérieur brut. Selon le Bureau of Economic Analysis, c'est le principal secteur de l'économie américaine, représentant plus de 22% du produit intérieur brut. Il ne cesse de croître chaque année. C'est le secteur financier, appelé secteur finance, assurance, real estate, finance, assurance et immobilier, mais pas la construction. Construire, c'est bâtir une maison où l'on vit, pas l'immobilier. Ces maisons existantes sont vendues comme actifs financiers. Nous avons vu ces grandes bulles. Je sais que tu as aussi vécu au Canada. Le Canada avait un marché immobilier encore pire. Ils ont une bulle immobilière encore plus grave en termes de pourcentage du produit intérieur brut et en termes de pourcentage des revenus. Même la bulle immobilière américaine a été regonflée. C'est mon point. Juste après l'éclatement de la bulle immobilière de 2007-2008, il y a eu un bref désendettement et ils ont simplement regonflé la bulle. Et ils ont la bulle de l'intelligence artificielle, ils ont la bulle de tout. Donc le problème aux États-Unis est aussi lié à ça. En 2008, l'économie mondiale a failli s'effondrer à cause d'une crise née du secteur financier américain, liée aux titres et obligations adossés à des hypothèques. Et toute la fraude qui se produisait essentiellement avec ces prêts ninja et ces prêts hypothécaires subprime, ils étaient tous regroupés ensemble. Ces titres adossés à des hypothèques très risquées, étant vendus comme des MB notés AAA, c'était de la fraude qui a fait chuter l'économie américaine et de nombreuses économies européennes. La contagion s'est propagée, mais un pays a résisté. La Chine. Ils ont poursuivi malgré tout et connu un essor des infrastructures, ce qui a été un véritable électrochoc. Et maintenant, on voit de nombreux pays se dédollariser. La dédollarisation a commencé en 2008. Si vous regardez les réserves d'or des banques centrales mondiales, les réserves d'or des banques centrales, elles ont explosé depuis 2008. Des rapports signalent que les banques centrales réagissent à la forte hausse de l'or. Ou, comme le dit souvent Luke Groman, l'or ne monte pas tant que le dollar baisse face à l'or. Oui. Exactement. Et maintenant, les banques centrales détiennent en fait plus d'or que de bons du trésor américain pour la première fois depuis de nombreuses décennies. Donc,
Tous ces facteurs se sont réunis pour rendre très clair que nous assistons au déclin de l'hégémonie américaine. Ce qui explique pourquoi il y a cette nouvelle guerre froide contre la Chine, dont tu as très bien parlé, toi, Cyrus. N'est-ce pas? Oui, Ben, je veux juste souligner quelques points que tu as mentionnés, parce qu'il y a des éléments vraiment importants que, selon moi, nos spectateurs doivent vraiment comprendre. Je pense que l'une des choses que tu as mentionné, c'est la différence au niveau de l'électricité, et je vais montrer un graphique ici. Pour vraiment illustrer cela, parce que je pense que ce graphique est probablement le plus important à comprendre pour tout le monde en vue de l'avenir. Donc, en gros, l'énergie des États-Unis est restée stable pendant les 30 dernières années. Je veux dire, il n'y a pratiquement pas eu de changement. Le réseau électrique reste presque inchangé. La production d'énergie aux États-Unis est stable et nous avons constaté les mêmes besoins en électricité. Donc, comme vous l'avez dit, ces centres de données d'intelligence artificielle nécessitent énormément d'énergie pour alimenter la révolution de l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez dit, tout est lié. Actuellement, environ 35 à 40% de la valeur du marché boursier se concentre dans ces 7 actions remarquables, n'est-ce pas? Par exemple, Nvidia est un cas parfait, ayant été une action remarquable. On se demande où cela va mener, car comme vous l'avez dit, la plupart des entreprises d'intelligence artificielle ne gagnent pas d'argent aux États-Unis. Il y a cette très grande économie circulaire où, en gros, vous savez, je vais vous payer $1000, vous me payez $1000. Le produit intérieur brut augmente, c'est bien, mais finalement, on fait juste circuler l'argent. Vous savez, cette industrie de l'intelligence artificielle, mais par exemple, quand on regarde la Chine, qui fait preuve de cette vision d'avenir, qui dit, écoutez, nous allons avoir besoin de plus de données. Évidemment, la Chine construit aussi des centres de données. La Chine développe clairement l'intelligence artificielle, mais la différence, c'est qu'ils rendent l'énergie et l'électricité beaucoup plus abordables. Et ils ont récemment constaté une explosion de la production d'électricité. Ceci, encore une fois, est grâce au solaire, à l'éolien, à l'hydroélectricité et à toutes ces énergies renouvelables. Encore une fois, c'est l'avenir de notre monde. Si vous n'investissez pas et misez tout sur les énergies fossiles, vous vivez dans le passé. Je le pense sincèrement. Je trouve incroyable que nos politiciens américains ne le voient pas. Donald Trump, lui, s'entête clairement. Il a supprimé le crédit d'impôt sur les véhicules électriques, les rendant ainsi plus chers. Mais il y a toujours eu une incitation aux États-Unis à acheter ces véhicules. Depuis le 30 septembre, ils savent que le crédit d'impôt de $7500 a disparu. Donc, c'est certain, le gouvernement américain actuel prend clairement une direction opposée à celle de la Chine. Il est intéressant de voir comment ces deux pays évoluent différemment. Cela illustre bien le point principal d'aujourd'hui, le déclin de l'hégémonie américaine. Oui, je veux dire, il y a tellement de choses qu'on pourrait ajouter ici. Ceci. Excellente conversation. Direction incertaine. Quelques réflexions sur les 7 magnifiques. C'est une bulle folle. Et c'est tellement une bulle que même les hauts dirigeants d'entreprise ont admis que c'en est une. Et puis les gens continuent simplement d'investir et de pousser. C'est uniquement de l'élan, ce ne sont pas du tout les fondamentaux. Le ratio cours-bénéfice de Nvidia, leur PER, est supérieur à 50, ce qui est fou. Je veux dire, Nvidia est évidemment une entreprise très importante. Probablement en ce moment l'entreprise la plus importante au monde, non? C'est pour ça qu'ils ont, quoi? Une capitalisation boursière de 4000 milliards de dollars. C'est fou, mais... Ils ont dépassé Apple. Mais ce n'est pas rationnel. Le ratio cours-bénéfice dépasse 50 fois. Tesla a toujours été folle, dans un monde imaginaire. Déjà à plus de 100 de ratio cours-bénéfice comme maintenant. C'est plus de 200. C'est Juste à cause d'Elon Musk de toute façon, mais ce n'est pas ça. Je veux dire, c'est une bulle. Même Sam Altman l'a admis. Le président directeur général d'OpenAI, juste après l'investiture de Trump, il était là. Plus tard, il a été invité à la Maison-Blanche, où Trump a annoncé le projet Stargate et 500 milliards d'investissements. Donc, comme la Maison-Blanche, c'est vrai aussi sous Biden. Mais surtout maintenant, il pousse vraiment cette bulle en avant, d'une manière vraiment dangereuse qui va entraîner des conséquences catastrophiques. Sam Altman a récemment reconnu une bulle. Il a expliqué que certaines bulles, comme celle de l'Internet, ont été bénéfiques, car elles ont permis l'émergence d'Internet. Mais en même temps, je veux dire, on aurait quand même pu avoir Internet, on aurait pu avoir la technologie de la fibre optique, sans la folie spéculative et la bulle. En fait, la technologie aurait peut-être été adoptée de façon plus sûre et plus efficace sans la bulle. Quoi qu'il en soit, évidemment, l'intelligence artificielle, je ne dis pas que l'intelligence artificielle n'est pas importante. Je ne dis pas que quelqu'un comme l'intelligence artificielle ne va pas être important. Ce sera révolutionnaire. Mais ces gens sont grisés par leurs produits et pensent obtenir une intelligence artificielle générale. Dans 1 an, et bientôt fusionner avec l'ordinateur dans 5 ans. Peu importe, c'est une bulle folle. Même Jeff Bezos a aussi admis que c'est une bulle. Et il a dit la même chose. Les bulles peuvent être bonnes. Nous sommes dans cette bulle.
Ça fait ressembler la bulle Internet à un jeu d'enfant. Et en ce qui te concerne, le fameux indicateur Buffet, c'est toi. La capitalisation boursière de toutes les entreprises cotées en bourse en pourcentage du produit intérieur brut, c'est au-dessus de 200, ce qui est le niveau le plus élevé de toute l'histoire des États-Unis. Donc c'est fou. Un autre point rapide qui est lié à cela. À propos de l'électricité, on a parlé de la Chine, tu sais. Un autre problème majeur en Chine, c'est quelque chose qu'il faut souvent garder à l'esprit. L'une des raisons pour lesquelles l'électricité est si bon marché en Chine, c'est que le réseau appartient à l'État. Il n'essaie pas de faire du profit. Ce n'est pas détenu par des fonds privés. BlackRock, autrefois gestionnaire d'actifs traditionnels, se tourne désormais vers le capital investissement. Comme Blackstone, les gens les confondent. Blackstone a toujours été le gestionnaire d'actifs alternatifs. Ils ont une grande branche de capital investissement. BlackRock se lance maintenant aussi dans le capital investissement, à travers leur infrastructure mondiale. Ils rachètent. BlackRock rachète désormais le réseau électrique dans plusieurs régions américaines, dont récemment au Minnesota. Il est clair qu'ils vont juste augmenter le prix de l'électricité au lieu d'améliorer le réseau. Nous avons besoin de plus d'électricité. Ils rachètent le réseau électrique existant et ils vont augmenter considérablement les prix. En Chine, le réseau se développe très vite et étant une entreprise d'État, ils ne cherchent pas le profit. Évidemment, ils ne veulent pas fonctionner à perte, mais ils construisent tout aussi vite qu'ils le peuvent. Ils comprennent que c'est une infrastructure, un bien public que les entreprises privées utiliseront, notamment pour leur recherche, développement et industrie. Mais ils n'essaient pas de maximiser le profit ni de rechercher la rente dans le réseau électrique. Et de plus, en ce qui concerne, nous avons parlé des énergies renouvelables, qui sont évidemment très importantes. Elles représentent l'avenir, vous savez, l'électrification est très importante. C'est aussi bon pour la Chine du point de vue de la sécurité énergétique, parce que la Chine dépend beaucoup des importations de pétrole. Par exemple, cela inclut des points d'étranglement comme le détroit de Malacca, qui vient du Golfe, et passe aussi par le détroit d'Ormuz. Et on voit qu'avec la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, ils ont peur. Il y avait des craintes qu'ils puissent fermer le détroit d'Ormuz. Donc, la Chine cherche à renforcer sa sécurité énergétique en augmentant sa production d'électricité nationale. Mais je veux parler brièvement du nucléaire, qui n'est pas assez abordé, n'est-ce pas? Le développement du nucléaire en Chine est incroyable en ce moment. La Chine n'est pas l'un des... C'est, je crois, le troisième producteur d'énergie nucléaire. Les États-Unis ont beaucoup développé le nucléaire, mais restent en retard. Les infrastructures américaines sont vraiment en retard, non? Et... parce que c'est tellement cher aux États-Unis. Et aussi, d'ailleurs, parce que les compagnies de combustibles fossiles, là, aux États-Unis, ont beaucoup fait pression contre l'énergie nucléaire, car c'est un concurrent principal. Et ils ont diffusé beaucoup de propagande anti-nucléaire à propos de l'énergie nucléaire. Le nucléaire est l'énergie la plus sûre et la plus verte, alors que les combustibles fossiles sont bien plus dangereux. Chaque année, littéralement, il y a des centaines de milliers de personnes, voire, selon certaines études, des millions de personnes qui meurent chaque année dans le monde à cause de problèmes de santé liés à cela, provoqués par la pollution du charbon, du pétrole et du gaz, surtout le charbon. Pour revenir au nucléaire, la Chine connaît actuellement le plus grand développement de l'énergie nucléaire de l'histoire. Ils sont en train de construire plus de 20 à 25 centrales nucléaires, et ils prévoient d'en construire plus de 100. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement la technologie traditionnelle, ils font énormément de progrès tous les quelques années, sur de nouvelles formes d'énergie plus expérimentales, l'énergie nucléaire, comme, ces réacteurs à sel de thorium, et apparemment, en Mongolie intérieure, ils ont tellement de thorium qui n'est pas aussi radioactif que l'uranium. Plutonium. Ils peuvent essentiellement avoir de l'énergie pendant des milliers d'années. Cette énergie propre, sans émission, verte. Donc, la Chine représente littéralement le futur. Pas seulement au vu de ce que nous voyons actuellement. Mais imaginez ce qu'ils feront dans 20 ans, si déjà maintenant ils sont en tête dans ces secteurs. Moi, ça me rend très optimiste. Les États-Unis ont ce potentiel, mais les incitatifs ne sont pas tous alignés. L'économie est organisée pour que les grandes entreprises cherchent seulement le profit, refusant concurrence et innovation. Et c'est justement pour ça. Les prix de l'électricité grimpent et l'électricité coûtera de plus en plus cher aux États-Unis. Comme pour le logement devenu spéculatif faute d'habitations abordables, la tendance s'accentue. Et la Chine a résolu ce problème. Le président Xi a dit célèbrement. Les maisons sont faites pour y vivre et non pour la spéculation. Aux États-Unis, les maisons et bientôt l'électricité deviennent des objets de spéculation. Ouais, c'est fou, tu sais. Je veux un peu transformer ça en une analyse un peu plus domestique maintenant, et je veux parler spécifiquement des États-Unis
Je veux dire, nous regardons, je pense que c'est un sujet intéressant à discuter parce que toi et moi, nous sommes tous les deux citoyens américains. Tu sais, on a passé beaucoup de temps aux États-Unis. Je veux dire, où je suis très inquiet pour l'avenir des États-Unis car je constate une forte polarisation. Je vois beaucoup de divisions, je vois beaucoup de pauvreté, je vois beaucoup de gens qui ont perdu espoir. Comment percevez-vous cela, surtout concernant les questions internes, en examinant la situation, bien sûr? Donald Trump a pris une décision audacieuse cette année en lançant une guerre commerciale avec tous les pays du monde. Vous savez, cela n'a pas abouti à un résultat positif pour les États-Unis. Par exemple, l'objectif déclaré de rendre l'Amérique à nouveau grande. Je ne vois pas en quoi les États-Unis s'améliorent. Je pense que cette guerre tarifaire a malheureusement détérioré nos relations avec certains de nos alliés les plus proches. Nous voyons que les États-Unis ne sont plus autant dignes de confiance aux yeux de nombreux pays dans le monde. Vous savez, c'est ce que nous constatons. Le dollar a connu sa pire année. Depuis qu'il est sorti de l'étalon or, vous savez, il a baissé de plus de 13% jusqu'à présent. Nous avons vu que cela correspond exactement à l'évolution de l'or. Comme vous l'avez dit, il dépasse 4 200 $ chaque semaine, c'est impressionnant. Il est difficile de suivre le prix de l'or parce qu'il augmente tellement vite. Où voyez-vous que cela va aller? Où voyez-vous que cela va aller, spécifiquement pour les citoyens américains et pour l'avenir des États-Unis? Eh bien, encore une fois, je déteste être pessimiste, mais je dois être réaliste, je dois l'être. Honnête, Je ne vois pas ça bien se passer, je vois la situation empirer, malheureusement. Et tu as raison. Je veux dire, il y a tellement de problèmes aux États-Unis qui pourraient être résolus, mais ils ne le sont pas. Tout d'abord, le problème des sans-abri maintenant. Je n'ai pas vécu à plein temps aux États-Unis depuis 2018. Depuis quand je n'y suis retourné que 2 fois. Mais à chaque fois que j'y suis retourné, ça a été choquant. Le sans-abrisme, surtout en Chine, mais pas uniquement, est très faible là-bas. La Chine a très peu de sans-abri. Je suis ici depuis plus de 2 ans et je n'ai jamais vu de sans-abri, et j'ai voyagé. un peu partout, mais Ce n'est pas seulement la Chine, je veux dire, les gens agissent comme si c'était quelque chose d'unique à la Chine. Par exemple, même dans de nombreuses autres régions d'Asie et dans certaines parties de l'Europe, on ne voit pas non plus de sans-abri. C'est un grand problème aux États-Unis. Et ça empire à chaque fois que j'y retourne, et chaque année. Objectivement, les données, toujours sous-estimées, empirent chaque année. Donc, la pauvreté. Nous avons parlé du fait que le logement est complètement inabordable, c'est pourquoi il y a autant de sans-abri. Mais l'électricité devient aussi plus chère. Les soins de santé, l'éducation, et il est tout simplement très cher de vivre aux États-Unis. Les salaires réels sont restés assez stagnants depuis les années 1970, malgré quelques fluctuations. Et bien sûr, ils n'ont pas suivi les gains de productivité, qui ont d'ailleurs récemment beaucoup ralenti. Les gens disent, eh bien, vous savez, avec l'intelligence artificielle, il y aura plus de gains de productivité. C'est probablement vrai, mais il y aura aussi plus de chômage et de sous-emploi. C'est quelque chose qui m'inquiète vraiment. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu beaucoup de débats sur les faibles taux de fécondité. Et évidemment, il y a beaucoup de problèmes économiques qui en découlent, notamment pour financer les programmes sociaux, alors que de plus en plus de personnes âgées bénéficient de l'assurance maladie. Avec des taux de natalité plus bas, c'est un problème. Mais je pense que le problème le plus important, en réalité, c'est le sous-emploi et le chômage. Beaucoup de jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi. Le chômage des jeunes est un problème important, y compris en Chine. Ils essaient de résoudre ce problème, c'est vrai. Et surtout avec tous ces emplois de col blanc qui sont automatisés. Ils ne disparaissent pas complètement. Mais au lieu qu'une entreprise embauche 10 ingénieurs logiciels, elle pourrait n'en embaucher que 2, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir beaucoup de sous-emplois. Ce sont des problèmes majeurs qui vont causer énormément de difficultés aux États-Unis. Et je pense que la Chine est en réalité bien mieux placée pour résoudre ces problèmes. Parce que le gouvernement est très puissant, et parce qu'il a une économie à orientation socialiste. Il peut donc dire « D'accord, très bien. Par exemple, nous allons faire en sorte que l'État intervienne. Ils vont fournir un emploi, ils vont garantir un emploi, peu importe. Par exemple, aux États-Unis, et je ne vois aucune volonté politique pour cela, c'est pourquoi, à la place, je pense qu'une garantie d'emploi est une bien meilleure proposition que le revenu de base universel. Mais nous avons vu que Sam Altman a en fait financé beaucoup de recherches sur le revenu de base universel. Le revenu de base universel. Et Elon Musk a évoqué cette idée. Je pense que c'est une idée catastrophique. En gros, ils vont dire que des millions de personnes seront au chômage. Et ils vont recevoir un chèque d'environ 1 000 $ par mois. Pour, en gros, juste avoir assez d'argent pour survivre. Ne pas avoir de vie productive, ne pas faire partie d'une communauté, c'est fou. Ces grandes entreprises technologiques veulent ces gens sur leur plateforme pour gagner de l'argent.
Mais on ne peut pas être sur les plateformes sans survivre. Là, je ne parle même pas de polarisation politique, c'est exact. Économiquement, quelle est la vision pour l'avenir de l'économie américaine ? Malheureusement, il y a toutes ces théories du complot stupide sur le Forum économique mondial. Le Forum économique mondial est effectivement contrôlé par de grands monopoles, de nouveaux oligarques et cette notoriété. Le Forum économique mondial avait le slogan « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Certains disent que c'est du socialisme. Non, c'est le contraire. C'est comme le féodalisme d'entreprise. C'est la vision de toutes ces grandes entreprises technologiques. Elles possèdent tout. Elon Musk devient trillionnaire. Plus personne ne travaille. Et ils paient tous un loyer pour t'utiliser. Paient un loyer pour utiliser Netflix. Tu payes un loyer pour utiliser ta brosse à dents. Tu payes un loyer pour utiliser ta voiture. Ils ont maintenant ces choses-là. J'ai vu récemment un rapport expliquant comment les entreprises automobiles américaines obtiennent une réparation. Pour réparer ta voiture et obtenir une pièce, tu ne peux pas aller, par exemple, chez un petit garagiste local. Parce que tous les logiciels sont faits pour qu'un seul. Seul le fabricant lui-même. Comme Ford ou General Motors, seuls leurs ateliers agréés te permettront de réparer ta voiture. John Deere fait pareil avec les tracteurs. C'est fou, ce ne sont que des monopoles et de la recherche de rente. C'est, selon moi, la raison de cette forte polarisation politique. Si on avait vraiment un gouvernement qui se souciait des gens de la classe ouvrière, qui offrait un vrai niveau de vie élevé, où les gens pouvaient se le permettre, non seulement se loger, mais aussi avoir des enfants. Pourquoi les taux de natalité sont-ils si bas ? Parce que personne ne peut se permettre de vivre là où il y a du travail. Si tu veux un bon travail, tu dois vivre dans une grande ville. Si tu veux vivre dans une grande ville, tu dois trouver un logement. Le logement est incroyablement cher. Comment élever des enfants dans un petit appartement ? Tous ces problèmes sont liés. Mais on a constaté qu'avec les deux partis, il s'agit d'une vraie oligarchie. Je veux dire, évidemment, avec Trump, il enlève juste le masque. Mais c'était vrai sous Biden, c'était vrai sous Obama. Obama a sauvé Wall Street. Pas un seul banquier n'est allé en prison après avoir commis une fraude. Dans le cas de Trump, il invite ses oligarques des technologies à son investiture. Il s'assoit avec son cabinet. Je suis malheureusement très pessimiste quant à la situation. Et il faut un changement fondamental, radical, un changement vraiment transformateur. Ironiquement, je trouve le système chinois bien plus efficace. Tu es sûrement d'accord, mais il y a ce côté très... La dernière chose que je dirais ici, c'est qu'il y a un argument très cynique, je pense, très condescendant, qu'on a entendu répéter encore et encore. Les gens disent, Marco Rubio l'a dit, nous pensions que la Chine deviendrait plus comme nous, mais c'est nous qui sommes devenus plus comme la Chine. Eh bien, je dirais que vous devriez devenir plus comme la Chine, à bien des égards, parce que, objectivement parlant, le niveau de vie en Chine est plus élevé, surtout dans beaucoup de villes de premier rang, de villes de second rang. En examinant toutes les données, l'indice de développement humain progresse. Le revenu par habitant progresse en Chine, mais pas aux États-Unis. Oui, je vais ajouter quelques éléments. Le premier point de données à aborder est la différence que vous avez mentionnée dans les systèmes politiques. Je pense qu'il existe en Chine l'idée qu'une marée montante doit porter tous les bateaux, et je pense que c'est vraiment un principe fondamental du gouvernement socialiste que la Chine possède. Mais je veux être honnête, c'est un socialisme avec du capitalisme, n'est-ce pas ? La Chine, c'est certain, le fait. Eh bien, avec une économie de marché développée. Très dynamique. Marché. Désolé d'interrompre, je souhaite juste ajouter une remarque. J'en ai déjà parlé, c'est lié au monopole du secteur. États-Unis, les monopoles ne veulent pas de concurrence, parce que cela réduit les marges bénéficiaires. Pour avoir le profit le plus élevé, les profits les plus élevés possibles, il vous faut un monopole. C'est de cela dont je parlais. Les monopoles sont littéralement le modèle économique de la Silicon Valley. Peter Thiel, proche allié de Trump, l'a reconnu dans un article publié dans le Wall Street Journal. Il était intitulé « La concurrence, c'est pour les perdants » et il plaidait en faveur des monopoles. Pendant ce temps, regardez la Chine, ils ont exactement l'inverse. Les marges bénéficiaires sont donc très faibles. De nombreuses entreprises ne gagnent pas d'argent parce qu'il y a tellement de concurrence. Parce que le gouvernement chinois veille à ce qu'il n'y ait pas de monopole. S'il y a un monopole, il appartient à l'État. Donc, les monopoles naturels, comme les télécommunications, les infrastructures, l'énergie et la finance, ceux-là appartiennent à l'État. Mais dans les secteurs cherchant l'innovation et un vrai progrès technologique, comme les véhicules électriques, la concurrence y est féroce.
Oui, et je pense que c'est aussi la différence. Vous savez, quand on regarde ces exemples, par exemple, on a parlé du réseau électrique et de la façon dont cela a été une source de profit très importante, n'est-ce pas? Je veux dire, on voit que les coûts de l'électricité explosent, comme tous les autres coûts aux États-Unis d'ailleurs. Mais encore une fois, c'est la même chose où la Chine a ce principe selon lequel il faut veiller sur la société. Donc, je pense que quand on regarde, par exemple, vos coûts de base, que ce soit l'électricité ou la santé, même des choses comme Internet maintenant, n'est-ce pas? C'est quelque chose que le gouvernement chinois dit. Regardez, nous devons nous assurer que l'Internet est disponible pour tout le monde et qu'il soit bon marché et abordable. En 2025, un accès Internet fiable et abordable est devenu un droit humain fondamental. Pour vivre dans cette société avancée, l'accès à Internet est essentiel. Alors, il s'assure encore une fois que toute la nation dispose d'un réseau 5G et c'est une 5G extrêmement rapide. La Chine développe déjà la 6G, on y trouve aussi des smartphones à prix très abordable. Vous pouvez bénéficier d'un Internet ultra rapide à tout moment pour un prix bien plus bas qu'aux États-Unis. Et c'est nettement plus rapide et plus performant que ce que vous avez aux États-Unis. Parce que, encore une fois, c'est le gouvernement qui en fait une priorité. On observe souvent une différence entre les médias occidentaux et leur présentation de la Chine. Par exemple, je sais que les médias occidentaux ont longtemps critiqué la Chine pour son réseau ferroviaire à grande vitesse. Je me rappelle avoir lu un article où quelqu'un disait « Je ne peux pas croire que la Chine ait investi des milliards dans ce train à grande vitesse. Ils ne pourront jamais rentrer dans leurs frais ni gagner d'argent avec ça. Ce fut une énorme perte. » Mais ensuite, quand on regarde, je retourne aux États-Unis et on connaît nos présidents. Je crois que c'était Eisenhower qui a dit, mais vous savez, il faut par exemple faire en sorte que le système d'autoroute fonctionne. Nous devons construire des routes aux États-Unis. Maintenant, évidemment, pour construire toutes ces grandes autoroutes que nous avons en Amérique, il y a eu un coût, n'est-ce pas? Vous savez, les autoroutes sont gratuites d'ailleurs. En réalité, ce n'est pas une route à péage. Toutes les autoroutes américaines sont gratuites. Donc, le gouvernement des États-Unis a évidemment pris en charge ce coût. Et c'est un avantage pour la société et le système autoroutier a longtemps bénéficié à la société américaine. Fait intéressant, l'an dernier, un article du South China Morning Post rapportait que de nombreuses lignes du réseau ferroviaire chinois étaient devenues rentables. Et en fait, encore une fois, il est tellement utilisé en Chine parce que cela a révolutionné le commerce, cela a révolutionné la qualité de vie. Mais même en pensant à se déplacer depuis une grande ville comme Shanghai ou Pékin, on sait qu'il y a beaucoup de travailleurs migrants qui vivent dans de petits villages ruraux. Je veux dire, Ben, j'étais en Chine en 2007 où je me souviens que mes collègues disaient cela. Tu sais, il va me falloir 45 heures pour rentrer dans ma ville natale parce que je dois prendre 5 trains différents puis 3 bus différents pour y retourner. Ce même collègue dit maintenant qu'il peut rentrer chez lui en 5 heures. Tu as vu ce genre de changement? Car maintenant, c'est un train à grande vitesse, puis un bus local pour rejoindre mon village, qui a d'ailleurs été modernisé. On a des routes goudronnées et toutes ces infrastructures. C'est ça qu'il faut observer dans la société. Et je pense que c'est ce qu'on voit beaucoup chez les jeunes en Amérique, tu sais, qui deviennent de plus en plus frustrés par ce qui se passe à cause de ce qu'ils voient en Chine. Par exemple, le plus grand pont du monde a été inauguré récemment en Chine. C'était énorme sur les réseaux sociaux, même en Amérique. Tu sais, beaucoup de gens disent « Waouh, la Chine a construit le plus grand pont du monde dans cette région reculée du pays. » Ils l'ont réalisé en 48 mois avec 300 millions de dollars. Et tu sais, le célèbre pont de Baltimore qui s'est effondré. Nous sommes ici 18 mois plus tard et ils viennent tout juste d'enfoncer le premier pylône dans le sol, tu sais, pour commencer à reconstruire ce projet. Dieu seul sait combien de temps les États-Unis mettront à finir ce pont. Bonne chance, ce projet prendra plusieurs années à finir. Ou encore, on voit la Chine dire « Écoutez, vous savez, les gens en ont besoin, non? Nous avons besoin de ce pont, il va être construit. » Priorisons cela, faisons-le avancer. Donc, je pense qu'on observe un changement très intéressant qui, selon moi, se produit personnellement et bien sûr ce qui se passe en ligne. De plus en plus de gens découvrent la Chine et ce qui s'y passe réellement. Et je pense que, surtout chez les jeunes Américains, les gens voient la Chine d'une manière beaucoup plus positive, certainement, que la génération plus âgée. Et je pense que quelque chose va devoir changer ici, vous savez, pour les États-Unis. Je ne sais ni comment, ni quand, mais il faudra peut-être que cela arrive ainsi. Après l'éclatement de cette bulle, une nouvelle récession touchera les États-Unis. C'est une période très intéressante pour observer le rôle des États-Unis et le déclin de l'hégémonie américaine. Oui, il y a beaucoup à dire. J'ai quelques réflexions sur ce que vous avez mentionné. Là, J'ai dit que les États-Unis pourraient apprendre de la Chine. Ça m'a rappelé qu'une fois, j'ai lu un article d'un économiste de l'université Renmin, l'une des meilleures universités chinoises.
Et il a établi un parallèle historique très intéressant entre la Chine d'avant la dynastie Qing, la Chine pré-révolutionnaire et la dynastie Tang. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la dynastie Tang, elle est connue en Chine comme l'une des dynasties les plus prospères. C'était comme l'apogée de la civilisation chinoise. Elle était très développée économiquement et culturellement. Et cet économiste chinois a soutenu que la raison du déclin de la dynastie Tang était qu'à l'origine, il y avait un dirigeant Tang qui avait mis en place une réforme agraire. Et les paysans ont reçu des terres. Il a démantelé tous les propriétaires terriens et leurs monopoles. Et les gens étaient. Il y avait beaucoup d'égalité et plus d'opportunités. Et il existait un système très méritocratique, la méritocratie. Avec le temps, les propriétaires terriens ont accru leur pouvoir, l'oligarchie s'est renforcée, et la méritocratie a reculé. Cet économiste affirme qu'à travers l'histoire de la Chine, il y a ce type d'aller-retour. Quand un dirigeant éclairé prend le pouvoir, comme sous la dynastie Tang, il instaure des réformes progressistes. Réforme agraire, il démantèle contre les monopoles et les terres, il brise le pouvoir des propriétaires terriens. Il a affirmé que c'est ce qui s'est passé en Chine. Il y a eu les excès de l'ère Mao, mais il y a eu aussi la réforme agraire et l'investissement dans l'éducation, la santé, puis la réforme et l'ouverture. Il trace des parallèles à travers l'histoire chinoise jusqu'à aujourd'hui, ce qui ressemble beaucoup aux États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient la première puissance économique mondiale. Il y avait beaucoup d'égalités relatives, les impôts sur les riches et les pauvres étaient très élevés. Mais ce n'est pas comme s'il y avait une égalité totale, une égalité à 100%. Il y avait plus d'égalité, un niveau de vie élevé, de solides services collectifs sociaux, une bonne éducation et de bons soins de santé. Vous n'aviez pas à dépenser 50 000 $ pour aller aux urgences pendant 2 jours, ou peu importe, ce qui est courant aujourd'hui. Aux États-Unis, la faillite est le plus souvent causée par les factures médicales. Et donc, aux États-Unis, vous avez eu cette époque. Ensuite, l'oligarchie a simplement provoqué une déréglementation totale. Ça a commencé. Ce n'est pas que la faute de Reagan, ça a continué après lui. Bill Clinton est allé encore plus loin que Reagan dans la déréglementation de Wall Street. Et en gros, ce qu'on a vu, c'est devenu tellement évident. Les États-Unis sont une véritable oligarchie. Ces oligarques, comme l'a dit Peter Thiel, refusent la concurrence et l'innovation dans certains secteurs. Donc le logement est devenu c'est un actif spéculatif, ce n'est plus fait pour y vivre, c'est fait pour être acheté. Blackstone est le plus grand propriétaire immobilier, le plus grand bailleur des États-Unis. Mais ce n'est pas seulement ça. Je veux dire, parfois les gens essaient de détourner l'attention de ça. Et ils disent, vous savez, ils disent ça. En réalité, les sociétés d'investissement ne représentent qu'un faible pourcentage de l'ensemble des propriétaires de biens résidentiels aux États-Unis. Mais ce n'est pas seulement les grands. Vous savez, les gestionnaires d'actifs professionnels et les investisseurs, c'est aussi tout le monde en général. Vous savez, c'est tellement courant. Si vous avez des économies, que faites-vous ? Vous voulez acheter une maison parce que c'est votre bas de laine. C'est comme un investissement que vous faites, pas forcément comme un endroit où vivre. Moi ? C'est juste que tout est devenu financiarisé. Il y a de moins en moins de bonnes opportunités d'emploi. Et pour moi, le gros problème, c'est regarder la structure des incitations en Chine. Regardez la structure des incitations aux États-Unis. Si vous obtenez un doctorat en physique aux États-Unis, que faites-vous ? Vous allez travailler dans la finance, vous devenez un quant. C'est tellement courant. Il y a tellement d'histoires de ces gars et de ces filles qui obtiennent un doctorat en mathématiques, en ingénierie et dans d'autres domaines. Ils vont en informatique et travailler dans un fonds spéculatif. En Chine, ils répriment cela et disent « Non, créez une nouvelle technologie, lancez une start-up, faites quelque chose, peu importe quoi. » Et puis il y a aussi le gouvernement. Ce qui est incroyable en Chine, c'est qu'ils ont même des fonds de capital risque d'État, des capital risqueurs d'État, qui sont des capital risqueurs socialistes, où le gouvernement donne de l'argent pour créer tout ça. Ils disent, par exemple, écoutez, nous voulons développer cette technologie dans ce domaine. Les États-Unis ont beaucoup de potentiel et de personnes brillantes, mais la plupart vont à Wall Street. Et ce qui est encore pire, c'est la façon dont cela contamine toute la société. Aujourd'hui, tous sont investisseurs particuliers et perdent de l'argent sur les produits dérivés. Presque tout le monde a une appli de jeu sur son téléphone. On dirait que tous sont accros aux jeux d'argent. Puis, Les paris sportifs ont été légalisés. J'ai récemment lu dans le Financial Times que maintenant, si l'on prend chaque homme, femme et enfant aux États-Unis, en ce qui concerne les paris sportifs, chaque homme, femme et enfant aux États-Unis perd plusieurs milliers de dollars. Et puis, vous savez, Robinhood, c'est comme, vous l'avez sur votre téléphone. Vous pouvez juste perdre de l'argent sur des produits dérivés. C'est fou. Pour moi, c'est comme une oligarchie qui détruit la société. Et pour moi, le dysfonctionnement politique en est le reflet.
Tant qu'on ne retirera pas l'argent de la politique, comme avec Citizens United, l'argent restera infini. Plus de 80% des sénateurs ayant plus de financement gagnent l'élection. Plus de 90% des représentants ayant plus de fonds gagnent l'élection. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, pour moi, il n'y a aucun moyen de résoudre cette question. La Chine a réussi à résoudre ce problème. Et je pense que c'est pour ça, encore une fois, qu'on devrait s'inspirer de ce que fait la Chine. Oui, Ben, je pense que c'est une excellente façon de conclure et d'en discuter. Je tiens vraiment à te remercier pour tes analyses. Je veux dire, je sais que j'ai beaucoup appris. J'adore ta connaissance, que ton analyse approfondie. Nos spectateurs ont apprécié. Ben, c'était agréable d'échanger enfin avec toi. Je sais qu'on parle de ce podcast depuis longtemps. Heureux que les astres se soient alignés et je te souhaite de poursuivre ton succès sur YouTube et avec ton rapport sur l'économie géopolitique. J'adore regarder tes épisodes et ton travail et j'ai hâte de te voir à Pékin. Retrouvons-nous l'été prochain à mon retour. J'ai hâte d'enregistrer plus de contenu avec toi. Oui, sinon je viendrai à Canton te voir. Ce serait sympa. Oui, à Canton. Funnying, viens quand tu veux. Très bien, tout le monde. Bon, tout le monde. Je vais mettre les liens vers le podcast de Ben et assurez-vous de le suivre sur YouTube. Suivez également son rapport sur l'économie géopolitique. Tous les liens seront en description. Et comme toujours, merci à tous d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui sur YouTube et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié l'entretien avec Ben Norton. Nous vivons actuellement une période de changement rapide avec un important bouleversement des rapports de force entre le Nord global et le Sud global. La vidéo d'aujourd'hui montre combien ce déclin est lié à la montée de l'oligarchie et à la concentration du pouvoir dans les démocraties occidentales, ainsi que la façon dont le modèle de développement de la Chine a réussi à éviter les échecs de l'Occident. Le paysage géopolitique mondial évolue chaque jour, il est donc plus important que jamais de rester informé. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé dans le climat actuel. Si vous aimez les analyses de Ben, ces liens sont en description ci-dessous. Comme toujours, je tiens à vous remercier tous pour votre incroyable soutien et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochain épisode.